Jérémy Etier est un kiné du sport, vulgarisateur scientifique qui a contribué à la popularité de nombreux suppléments ou manières de s'entraîner selon la science. Il a dépensé 40 000 $ pour mener sa propre expérience scientifique qui va à contre-courant de ce que certains acteurs du monde scientifique sportif nous prônent. Science contre science, voyons voir ce qu'il en est vraiment. I just spent over $40,000 on this study to prove everyone wrong. Because recently, the entire fitness community has become obsessed with the same thing. I'm all on the stretch wave these days. Ultra focus on the stretch. And now you get a much bigger stretch here. The theory is if you modify an exercise to stretch your muscle more or challenge it in the stretch. Effectivement, donc là, on a le docteur Milo Wolf et juste avant Jeff Nippard qui ont pris deux autres influenceurs, Will Tennyson, Jesse James West, et leur ont fait faire un entraînement scientifique, n'est-ce pas? Donc, une emphase sur l'excentrique, sur l'étirement à l'extrême. Cette année et l'année dernière, il y a eu tout un tas d'études qui étaient sorties qui ont pu montrer un intérêt pour l'étirement afin de créer du muscle. Une des études les plus référencées, par exemple, les participants rajouter des répétitions partielles pour les mollets dans l'étirement et ça crée plus de muscles. Et il y a des gens qui sont mis à littéralement péter un câble et tout faire comme ça. Là, notre ami Milo Wolf, ça fait 1 an, je crois quasiment, si vous regardez ses stories sur Instagram, il fait pratiquement que des raids partiels. Même sa leg press, il fait que l'amplitude basse du mouvement. It now becomes S tier for growth. And to be fair, I said the exact same thing. And for good reason, as we had dozens of studies supporting this idea. But despite all this research, celle en plein milieu, c'est exactement celle dont je vous parlais. Plus d'hypertrophie des mollets après avoir effectué des répétitions partielles dans la portion étirée de l'amplitude. Très bien, je valide fort, c'est-à-dire que là, il a mis que des vraies études. Et dans toutes mes vidéos, à chaque fois quand je fais apparaître quelque chose, c'est l'étude en rapport avec ce que je dis. Je me fais chier à l'apprendre. Donc, mettez pause à chaque fois et allez regarder ce dont je parle. The evidence backing our claims, it has some massive holes in it. And there's a real chance this obsession with the stretch is completely overblown. So, to find out, I assembled an elite research team, brought in custom machines, and spent an entire year running one of the most comprehensive studies ever done. All to answer one simple question. Is the stretch really the key to building more muscle? And the result we found didn't just shock me. Do these findings change your thoughts on some of the exercises that you may have thought better for growth? Kind of. Yeah, I think. Oh, encore une fois, le problème des science-based, les pratiquants de musculation qui se basent sur la science, c'est qu'ils extrapolent à l'extrême, soit une étude, soit même des méta-analyses regroupant tout un tas d'études. Par exemple, là, oui, voilà, il y en a eu des super sur l'étirement, on va tout faire dans l'étirement, mais quand on observe l'ensemble de la littérature scientifique, ce qu'ils nous disent, c'est extrêmement simple, extrêmement bateau. Mettez au moins 30% de votre maxi, restez proche de l'échec ou allez à l'échec, et plus la charge est légère, plus vous devriez aller à l'échec. Avoir un peu plus de fréquence ou de volume d'entraînement sera a priori mieux. En essence, ça reste super simple. Actually known about the benefits of stretching a muscle for growth since the 1970s. It started when researchers hung weights from the wings of chickens to stretch their lat muscles. An odd experiment, I'll admit, but just from this stretch alone, the chicken's lats grew by 170%. Then, in humans, they tried something similar, extreme loaded stretching. They tested this on the chest and even on the calves, where my friend Dr. Eric Helms wore an intense stretching calf boot for an hour a day. Both muscle groups saw almost as much growth from loaded stretching as you would expect from normal strength training. Ouais, d'ailleurs, cette méthode, a été confirmée par la science l'année dernière, mais a été employée depuis au moins 10, peut-être même 20 ans, par exemple en Doc Crap, Dante Trudel. Dans cette méthode d'entraînement haute intensité, bas volume, on finit nos séances par des étirements lestés. Par exemple, on va se mettre en position d'écarté aux haltères et tenir 1 minute. C'est efficace. D'ailleurs, notre ami Jordan Peters est fan de cette méthode, ou bien encore Christian Thibaudeau. Est-ce pour autant aussi efficace qu'un mouvement oxytonique avec concentrique exotrique? Non, clairement, je ne pense pas. Ceci dit, ça peut avoir un intérêt. Un stimulus, ça reste un stimulus. So they wondered, how can we transfer these odd stretch benefits into normal training? One way they tested this was by comparing tricep pushdowns to overhead tricep extensions, which places the long head of your triceps into a deeper stretch. That deep stretch led to 1.4 times the growth. Le triceps, c'est un muscle un peu plus complexe et en réalité polyarticulaire. Enfin, on a deux chefs, le chef médial et le chef latéral, qui servent uniquement à faire l'extension du coude. Mais on a le chef long qui sert également à faire
la rétropulsion et à stabiliser l'épaule. Quand on met le bras au-dessus de la tête, on va étirer notre cheflon parce qu'il est attaché sur notre scapula, notre omoplate. Je vais cramper. Plus de chefs du triceps sont étirés quand on fait ça et bosse. Stretch focus training became the answer to everything. Faster gains. Oh mon Dieu, regardez cette merde. Même si on kiffe l'étirement, le ratio risque-bénéfice de cet exercice me paraît minable. Je suis OK pour le faire pour également travailler sa mobilité, travailler des amplitudes intéressantes, mais vous n'avez absolument pas besoin de faire ça pour l'hypertrophie, je vous assure. S2 results. Weird optimized exercises. Mais regardez, mais ça aussi... Le problème quand on voit ça là, c'est que l'immense majorité des go muscu de nos jours, ils travaillent comme moi là derrière un ordi. Est-ce qu'ils ont la mobilité de s'amuser à faire ça? Et même quelqu'un qui est très mobile, aller chercher un étirement aussi prononcé, c'est pas une position naturelle de l'épaule. Je sais que c'est l'articulation la plus mobile, mais c'est pas une position naturelle. Et de forcer de cette manière-là sur le long terme, ou même sur le court terme, je pense vraiment pas que ce soit intéressant. Évidemment, il y en a qui vont jamais se blesser en faisant ça, mais les autres. Passons à son étude. Évidemment, dans toutes les études scientifiques, il y aura moyen de trouver des zones d'ombre ou des trous. Par exemple, comparer un curl pupitre avec un curl incliné. Il y a d'autres variables qui rentrent en jeu que juste l'étirement. Par exemple, on est plus stable sur le pupitre, on peut mettre plus lourd, c'est pas la même courbe de résistance, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui nous a fait? First, I reached out to my local university and put together a research team. And we also collaborated with some of the smartest minds in the field, including Brett Contreras and Kassem Hansen. So MRI gives us a full 3D model of each muscle, and it's incredibly precise. But it's also insanely expensive, costing roughly $1,000 an hour. Prime Fitness USA, they provided us with 3 custom machines for lateral raises, hip extensions, pec flies, and reverse plies. But here is a really cool part. So with a simple turn of a knob, we could change the resistance profile instantly. With this knob, we can make pec flies brutally hard in the beginning when the chest is stretched, or hardest at the end when it's fully squeezed. Alors c'est intéressant parce que, par exemple, j'avais un client qui avait des nouvelles machines et sur les chest press ou justement sur les écartés, il y en avait où la courbe de résistance était beaucoup plus difficile au départ du mouvement, dans la portion étirée, et on avait où la courbe de résistance était beaucoup plus difficile dans la portion contractée. Et ça peut avoir des applications très intéressantes pour l'entraînement. Personnellement, je vais vous le dire, moi je pense qu'il serait optimal de soit, par exemple, vous ayez phase de l'année et des mois où vous utilisez que l'étirement, d'autres plus la contraction, soit dans la même séance, soit dans la même semaine. Par exemple, une fois dans la semaine, vous faites des élévations latérales aux haltères, et l'autre à la poulie. We recruited 20 subjects, both men and women. And while 20 people might sound like a small sample size, we use a unique design that controls genetics, diet, and all other individual variables that usually muddy the results. It's called a within subjects design, which splits each person in half. One side of their body did the stretch focus training, and the other side did the squeeze focus training. Ah, j'ai déjà eu des études utilisant ça, c'est très très intéressant, mais... Les pauvres. Imaginez, les résultats sont très concluants et il y a une différence très significative. Ils vont se retrouver complètement tordus, ils vont devoir passer des mois chez le chiropracteur. This now makes our 20 subject study statistically much stronger than a regular study with well over 40 subjects. And my hypothesis, as well as the hypothesis from the rest of our research team, was that the stretch side would no doubt outperform the squeeze side. Personnellement, si je devais parier, je suis pas un homme parieur, mais si je devais parier, je dirais qu'il n'y a pas de différence ou que la différence est très minime en faveur de l'étirement. Encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, un stimulus, c'est un stimulus. Les mécanismes de l'hypertrophie, je vais vous le dire, sont encore mal connus. Quelqu'un qui ose vous affirmer avec 100% d'assurance c'est comme ça qu'on crée du muscle, il a tort. On sait que, par exemple, la tension musculaire sera la chose la plus importante, mais il y a des facteurs secondaires, et il y en a tout un tas différents qui peuvent influer sur l'hypertrophie. Par exemple, le fameux stress métabolique, certaines personnes vont dire c'est complètement inutile, mais c'est pas tout à fait vrai, ça va plus agir comme un terreau pour l'hypertrophie. Bref, c'est encore mal compris. Tout ça pour dire que souvent, ça s'équilibre. Par exemple, quelqu'un qui utilise un peu plus de balancier, par exemple, sur un mouvement qu'une autre personne, mais dans les deux cas, le facteur limitant de l'exercice, c'est le muscle visé. On reste sur le muscle, on le sent bien, on le travaille bien. La personne qui fait le balancier, peut-être que l'amplitude sera un peu plus courte, mais va utiliser plus de poids. Vous voyez, il y a toujours un moyen de contrebalancer et que le stimulus soit égal ou proche, et du moins que la réponse sur le corps, parce que le muscle, il sait faire que deux choses. Il sait grossir à petit, à concentrique, excentrique, isométrique, il sait rien faire d'autre. Pour avoir utilisé les deux pendant des années, pas de différence significative, ou alors ça sera vraiment minime en faveur de l'étirement.
Je sais pas finalement si je suis d'accord avec l'idée de couper ces personnes en deux pour faire un côté d'une manière, une manière et un côté de l'autre. Des études par exemple qui ont remarqué que simplement rien que le recrutement nerveux aidait à la prise de muscle. C'est-à-dire si vous prenez une personne qui s'est pété le bras et qui a le bras gauche dans un plâtre, d'entraîner son bras droit pendant la convalescence, pendant 1 mois, quand cette personne se remet à la musculation, elle va reprendre du muscle beaucoup plus vite sur son bras gauche que si elle avait rien fait. Tout simplement parce que le cerveau, certes, il envoie le signal à droite, mais il en envoie aussi un peu à gauche. Il continue à stimuler indirectement. Donc c'est un peu le même délire qui se passe, surtout que c'est le même corps, c'est la même physiologie. J'ai envie de dire, dans tous les cas, il a reçu un stimulus des deux côtés. Je pense que ça aurait été plus intéressant vraiment au final de simplement faire un groupe qui fait ci et un groupe qui fait l'autre. I think my left leg, which is the one that gets harder near the end, is going to more. Really? Just because it's harder. Ensuite, ce que disait la fille, c'est que un avantage de l'entraînement dans la portion contractée, c'est que c'est plus facile de ressentir le muscle. Très intéressant si vous avez du mal à ressentir un muscle, et c'est intéressant d'apprendre à mieux le ressentir justement pour s'assurer que ce soit le facteur limitant de l'exercice. Now, analyzing the MRI data alone took Adam Jones, our head researcher, over 200 hours, as every single image had to be manually outlined and measured. But our adherence was insanely high, 97%. Out of 400 possible workouts, 388 were attended. And as a result, most people's muscles grew by around 20%. Putain. I want you to take and guess which side won. No cheating by skipping ahead. Stretch or squeeze, just lock in your answer. Okay, so after $40,000 spent and a year of hard work, our results were chest, same growth. Side delts, same growth. Rear delts, same growth. And glutes, same growth. Every single muscle grew the exact same amount on both sides. There weren't even trends suggesting that one side performed better. J'espère qu'il va en parler après, ou peut-être que j'irai moi-même consulter l'étude, mais l'hypertrophie régionale existe, c'est-à-dire influencer telle ou telle partie. Là, par exemple, dans les pecs, ils ont mesuré le milieu, enfin en tout cas la portion la plus médiale, le milieu, et puis la portion proximale, n'est-ce pas? L'étirement va un peu plus, mais genre de l'ordre de 10% stimulé là. Et à l'inverse, pour bosser un peu plus, les exercices à fort de tension, de contraction, bosser ça, mais c'est l'ordre de 10%, donc c'est-à-dire que la différence, elle est vraiment minime. Okay, so after comparing data from our study against past research in the field, I noticed a few things. First, when it comes to the stretch everybody keeps talking about, it's not all one thing. In fact, I would say it's actually 3 different ideas that just get mashed together. The first of which is what I'm going to call the degree of stretch. So not all muscles are built to stretch the same way. Some of them, which are mainly found in your hamstrings, quads, calves, and triceps, they're biarticulate. And that just means they cross 2 joints, which lets them stretch further than most other muscles. And here's the important part. Studies consistently show that exercises that stretch these muscles more grow them faster. Très intéressant. La plupart, du moins sur les triceps, quadriceps et ischios, tous les chefs ne sont pas biarticulaires. Pour le triceps, c'est uniquement le chef long. Pour le quadriceps, ça va être uniquement le droit antérieur qui est attaché sur la hanche. Et pour les ischios, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va dire que le biceps fémoral a 2 chefs et un de ces chefs est monoarticulaire. Et justement, en choisissant vos exercices, vous pouvez donc cibler un peu plus ce chef-là. Le leg curl qui fait uniquement la flexion du genou sera par exemple très intéressant pour développer le chef court du biceps fémoral. Les leg extensions penchées en arrière, du coup, seront plus efficaces également pour hypertrophier. Et d'ailleurs, beaucoup, dans les études, ils ont montré mais genre 150% d'hypertrophie en plus. Le droit antérieur que les autres quadriceps, en les tirant bien. Studies find that the stretch position, often the bottom part of a movement, tends to be the most important part for growth. So if you're simply not going deep enough on an exercise to reach that point, that will most definitely limit your gains. And again, nothing in our study contradicts these findings, as both our stretch group and our squeeze group were still completing a full range of motion each rep. Encore une fois, la personne qui descend moins bas au DOP couché, elle va mettre plus lourd. Donc peut-être qu'elle va gagner un peu moins de muscles, mais si c'est le cas, c'est pas grand chose de moins, et peut-être même qu'elle va même pas forcément gagner moins de muscles. Je pense quand même qu'on devrait avoir une bonne amplitude, mais après ça va être limité par votre morphologie. Si vous avez les bras super longs, descendre tout en bas, je l'ai fait pendant des années, je l'ai regretté. Does making an exercise harder in the stretch actually lead to more growth? And from our study, the answer is a clear no. As long as the exercise takes your muscle through a full range of motion and there's at least some tension in the stretch,
it doesn't seem to matter if the hardest part is at the bottom or the top. And these findings, they actually line up with another brand new study published just this year. Exactement, exactement. Une étude que j'ai couverte où ils comparaient élévation latérale aux haltères ou à la poulie. Aucune différence significative pour l'hypertrophie. Et je pense qu'on le sait déjà depuis longtemps. Regardez la Golden Era. Vous n'avez pas besoin d'obséder sur une machine. Genre, il faut absolument cette machine parce que son profil de résistance est incroyable. Nanana. À l'époque, les mecs étaient stock. Ils avaient du matériel de merde. Mais remontez encore plus loin dans le passé, les années 30, les années 20, les années 10. Lequel d'entre vous ressemble à Eugène Sandow alors qu'il avait littéralement que dalle comme matos? Ils avaient des bouts de fer, ils se démerdaient. Je vous dis pas de pas utiliser des machines. C'est lent les machines. Mais juste d'obséder sur absolument utiliser celle-ci, de faire ça. Non, les élévations latérales aux haltères, c'est nul. But I do think that for well-trained lifters like myself, doing something new can often spark growth. And I actually think this happened to me. After years of only doing dumbbell lateral raises, which challenged my shoulders hardest in the squeeze, switching to cable lateral raises at hip height to make it harder during the stretch seemed to grow my shoulders much faster. Now, whether it was the new stretch challenge that I wasn't used to or simply me just enjoying the exercise more and pushing harder, it worked. Le stimulus est différent. Le stimulus est différent. Et c'est ça qui compte. Le corps humain est une machine d'adaptation. Ils ont fait des études, encore une très récente, qui comparait beaucoup de variations dans votre entraînement. Vous changez très souvent les exercices. Zéro variation. C'est pareil pour l'hypertrophie. Pareil. Et je sais qu'on m'a critiqué beaucoup dans ma jeunesse où j'ai testé des tonnes de programmes parce que j'étais très curieux. J'ai fait la méthode Hepburn, le 5-3-1, Westside, Full Body, Half Body, le Split Arnold, PPL, et des tonnes que j'ai testé. J'ai gagné du muscle, j'ai gagné de la force sur n'importe lequel de ces programmes. Je reste persuadé que prendre du plaisir à son entraînement est la variable la plus importante. Vous allez vous entraîner dur, vous n'allez pas louper de séance, vous allez kiffer la life. Et s'il faut varier pour certaines personnes, pas de souci. D'ailleurs, un avantage de la variation, moins de risque de blessure. Okay, so now that you've actually had a chance to read the results, I'm really curious to hear like what you think. Yeah, it looks amazing, by the way. Like, oh man, I didn't realize you were using MRI for it. I think it's a really, really important area that you've helped kind of fill in. Do these findings change your, I guess, your thoughts on some of the exercises that you may have thought are like better for growth? Kind of. Yeah, I mean, I think with the pecs, that's probably the one that like I'm like, okay, well, now you know what? You don't get a little bit of extra range of motion by doing the bench press. Like, as long as you're training hard and doing enough sets, maybe it doesn't matter so much. So that's a cool finding. I think like my takeaway based on this new study is that like there's just flexibility. Bon, j'ai eu des problèmes d'épaule, foot américain, tu connais, ligaments croisés. Ça fait des années que mon incliné, je le fais pas en touchant ma poitrine, comme John Meadows m'avait enseigné. Mon coucher, même quand je faisais du body, j'ai toujours fait en pontant pour cette raison. Vous avez en France Pierre Le Sueur qui préconise de faire du développé couché en partiel si votre morphologie ne vous le permet pas. On a la preuve. Qui est vrai au niveau de la population ne sera jamais 100% vrai au niveau de l'individu. Si votre morphologie n'est pas faite pour souscrire à une amplitude arbitraire qui est définie par l'exercice, le code de l'exercice et non par votre morphologie, votre corps, il peut y avoir des problèmes. Petite note pour finir sur les mollets, effectivement, très intéressant d'aller chercher de l'étirement. Moi, je pense que c'est juste dû à leur physiologie, ce pourquoi ils sont créés, pour rebondir tout le temps, pour marcher, pour courir, leur élasticité, leur manière d'être stimulé H24. L'étirement, on ne le fait jamais. Protocole très simple, vous faites 10 reps très durs, vous rajoutez 10 reps partiels dans l'étirement et vous rajoutez 10 secondes tout en bas à les étirer. Un plaisir, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ces études concernant l'étirement et la contraction. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous voulez que je couvre plus de vidéos scientifiques comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. Et si vous avez besoin de compléments de qualité français, allez chez Broadway, code ALL10. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.